La particularité de la ville de Ferkessédougou, c'est l'accueil. Et ici, nous avons aussi le beurre de qualité qu'on ne trouve nulle part ailleurs. La particularité de la ville de Ferkessédougou, c'est l'accueil, le vivre ensemble. À Ferkessédougou, quand on vient, on vous accueille avec le tchoro et le kabato. Ferkessédougou se caractérise par sa culture. Et nous avons ici le tchologo qui est masse. En plus, il faut dire que c'est la zone où on a du bon beurre de qualité ici. Donc, en plus aussi, nous avons du kabato avec la sauce tchoro et la sauce sumbara. Quand on arrive à Ferkessédougou, d'abord, on doit arriver à Sokoro, qui est notre premier quartier. Et ici, à Ferke, dans la ville, ici, le premier quartier qui est le quartier Zendel. Il faut absolument arriver là-bas pour visiter. Je vous invite à Diwalaka pour faire la découverte de la danse Diwala. C'est une danse extraordinaire, merveilleuse. Je vous invite à Diwalaka pour faire la découverte de la danse Diwala. C'est une danse extraordinaire, merveilleuse. Viens chez moi à Ferkessédougou. Ici, l'une de nos particularités, c'est la fabrication du beurre de karité. Christy, on te met au défi de fabriquer du bon beurre de karité et d'arriver à tout vendre sur le marché. Tu es mieux au défi. Bienvenue chez moi à Ferkessédougou. L'aventure Viens chez moi continue, toujours plus proche. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Ferkessédougou ou Ferké, l'une des plus grandes villes du nord ivoirien, chef-lieu du Tchologo. Je dis que la découverte du jour là, ça sera dosé. Nous allons découvrir quelques quartiers de Ferké à travers l'Inside et nous allons danser avec les habitants. Nous allons toucher ensuite à l'une des particularités de cette belle ville dans le savoir-faire. On va bifurquer un peu par le portrait avant de revenir me retrouver dans mon défi du jour. Il faudra que moi, Christy, je fabrique du beurre de karité comme ça. Et puis que je vienne vendre ça au marché. Les gens ne s'amusent pas avec moi. Et puis on va terminer par un bel insolite. Est-ce que vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1, place à la découverte de Ferkessédougou. Je dis d'amusement là, notre pays est grand quand même, hein? Messières, recevez mon bonjour en Nyarafolo. Oui, aujourd'hui nous foulons le territoire des Sénoufo Nyarafolo, Fodonon, Nafana, Kassambele, Tiebara, Palaka et autres. Ce sont des sous-groupes qui régissent le peuple Sénoufo. Dès mon entrée à Ferkessédougou, je sens tout de suite que quelque chose a changé. La température. Nous avoisinons facilement les 40 degrés Celsius. Ouais, comme disent les Ivoiriens, le soleil ici n'est pas camarade de quelqu'un. Je progresse, nonobstant la chaleur, attisée par ma soif de découverte et réconfortée par l'hospitalité des Ferkois, les habitants de Ferkessédougou. Ça y est, nous y sommes. Je suis au quartier Zendel. C'est l'un des plus vieux quartiers de Ferkessédougou. Le quartier à partir duquel tous les autres quartiers de Ferké ont été formés. Il s'appelait avant Poumchéré. En langue Nyarafolo, ça veut dire quartier de la prospérité, terre blanche.
terre de bonheur, terre d'abondance. Et pour la petite histoire, c'est ici que logeaient les anciens chefs, tous ceux qui faisaient partie de la grande noblesse de Ferke-Sédougou. C'est ici, là, ils habitaient à Zendel. Donc on continue la découverte des autres quartiers. Venez, suivez-moi. Mon arrivée au quartier Gare. La ville fut baptisée officiellement Ferke-Sédougou en 1899. Aujourd'hui, Ferke compte une douzaine de quartiers, parmi lesquels le quartier Gare. C'est le quartier qui abrite la gare ferroviaire. Elle est d'une importance capitale pour le transport des marchandises et parfois des personnes vers les pays limitrophes. Dans la communauté Sénoufo, la musique est omniprésente à différents moments de la vie collective, qu'il s'agisse de fêtes, de prières, de rituels ou d'enterrements. Dans mon périple à Ferke-Sédougou, j'ai la chance de découvrir la danse Djewara, une danse traditionnelle de réjouissance pratiquée par les Palaka, précisément dans le village d'Iewaraka, exécutée à l'occasion des mariages, baptêmes et des funérailles de personnes âgées. Un spectacle animé et gracieux qui reflète la beauté de la culture sénoufo. Dans la danse Djewara, les instruments utilisés sont spécifiques. Nous avons le balafon, la star des instruments, appelé djigélé, le petit tambour, nommé gbowara, et le grand tambour, connu sous le nom bundu. Je remarque que les balafonistes sont habillés joliment avec un chapeau atypique orné de perles, de plumes ou de tissus traditionnels sur la tête. C'est le djebenge, l'ornement spécial, l'élément caractéristique des balafonistes qui apporte un cachet solennel à la fête. Les rythmes envoûtants du djewara résonnent dans l'air, créant une ambiance vivante et entraînante. La plupart des danseuses du djewara l'ont appris depuis le bas âge. Exécuté uniquement par les femmes, le djewara est une célébration de la féminité et de la communauté, ainsi qu'une forme d'expression artistique unique, puissante de la femme sénoufo. Magnifique Côte d'Ivoire, notre pays est beau, notre pays est magnifique. Cette danse-là, elle s'appelle le djewara. C'est la danse qui est exécutée chez les Palaka. C'est un groupe ethnique en pays sénoufo. Et là, j'ai le bonheur de danser avec les mamans, avec les jeunes filles de ce village. Je suis au comble de la joie. De cette danse, je vous envoie découvrir l'une des particularités de la sublime ville de Ferke-Sédougou. Il s'agit du savoir-faire, la fabrication du beurre de karité. Mais en attendant, un peu de paella quand même. Allez! Voilà, nous y sommes. Nous sommes à 21 km de la grande ville de Ferke. Nous sommes précisément à Togo-Niéré. C'est un village qui abrite plusieurs champs justement de karité. Donc j'ai entendu parler des mamans qui sont venues très tôt le matin ramasser les noix de karité. Je vais les surprendre au champ pour voir comment se fait cette récolte ou si vous voulez ce ramassage. Et puis justement juste après, comment se fait la transformation de ces noix de karité. Allez, allez, on va surprendre les mamans en train de travailler. Batumo. Maman connaît. Donc c'est ici que tu es. C'est ici. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme ça? On est en train de ramasser du karité. Karité là, c'est ça qui est là? C'est ce qui est là. Mais le truc qui est dans ta main là, c'est quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à ramasser le karité. On appelle ça le chirou, le panour là.
panneau roulant. Ah. Mais je vois aussi les mamans avec les pots, les seaux là-bas. Avant, c'est comme ça on ramassait le karité. Mhm. Donc maintenant, on a eu les chirouleurs. Mhm. Voilà comment on ramasse aussi. Mais quelle est la différence entre les deux techniques de ramassage? Et la main, Mhm. vraiment, ça prend du temps. Pour pouvoir remplir une cuvette, tu peux faire 2 heures, 3 heures de temps Waouh, avant de remplir ta cuvette. waouh. Et maintenant avec les panneaux roulants? Dans 5 minutes, hein? Hein? Oui. Fais un peu, je vais voir. Waouh, 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 waouh. Et effectivement, hein, ça ramasse tellement rapidement. Alors, maman, dis-moi, vous êtes ici depuis quelle heure? Parce qu'on m'a dit que depuis tôt le matin, vous êtes venu. On est venu à 6h30. Mais pourquoi vous venez si tôt? Il y a les bœufs qui viennent bouffer. Si on ne vient pas tôt, si les bœufs viennent avant nous, ils vont tout manger. Donc on est venu très tôt. On est obligé de venir très tôt pour pouvoir ramasser avant que les bœufs ne viennent. Waouh, waouh. Donc ça veut dire que le travail même là, déjà pour avoir le karité, c'est difficile. C'est difficile même. Waouh, waouh. Ah, mais ouais, arbre de karité là. Voilà l'arbre de karité. C'est ça qui est là? C'est ça qui est là. Waouh. Hein? C'est vous qui avez planté? Non, non, ça pousse seul. Ça pousse seul? Ça pousse seul. On ne plante pas? On ne plante pas. Ça pousse comme ça Ça seul? pousse comme ça, Sauvagement? sauvagement. Waouh, waouh, waouh. Maman connaît? Oui. Ça fait combien de temps que tu ramasses les noix de karité? Depuis dès le bas âge, hein? Hein? Oui. Depuis ta quand tendre enfance? Oui, oui. Waouh, waouh, waouh. Maintenant, j'ai vu comment on ramasse. Mhm. Je sais que l'arbre de karité ne se plante pas, ça C'est pousse ça. sauvagement. Mhm. Je sais que vous ramassez dans des conditions difficiles. Mhm. Maintenant, je vais aller voir comment on fait la transformation. Là. C'est ça. Donc, maman connaît. Oui. Merci beaucoup. Comment on dit ça dans votre langue? Oui, pied. Ouais, pied. Bien. Merci beaucoup. Merci. La maman, ouais, pied. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Allez, on part au village pour voir comment se fait la transformation des noix de karité en beurre de karité. Au pied. Merci beaucoup, maman. Merci pour toi. Maman Ouattara Kateri, Oui, hein? Qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? je suis en train de nettoyer les noix de karité pour pouvoir faire le beurre de karité. C'est ça, les noix de karité qui Oui, sont oui, là. c'est ça qui est là. Bon, je suis allée au champ. Oui, J'ai trouvé des mamans ramassées, justement ces noix de karité oui, là. oui. Donc, elles m'ont dit qu'il y a la transformation qui est effectuée ici à Togoniéré, au village ici. Oui, Donc, c'est ça que je suis venue regarder. Mm. Il faut m'expliquer quelles sont les étapes de la transformation des noix de karité. D'accord, sans problème. Mhm. Donc, vous voyez déjà les noix. Hein? Oui. C'est ça. Donc, avant de commencer, Mhm. on va laver d'abord. Donc, on prend les feuilles. C'est comme si c'est un traitement que tu es en train de faire. Donc, on prend les feuilles de manguier, on les fait bouillir. Et puis, cette eau-là, on lave ça avec. Avec l'eau des feuilles de mangue. Voilà. Donc, quand tu laves, tu sèches. Oui. Quand c'est bien sec, on concasse dans un mortier. Et puis maintenant, tu retournes au feu et tu grilles. Tu grilles. Tu grilles. Tu fais revenir. Voilà. D'accord. Donc, quand c'est bien sec, Mhm. on envoie au moulin. Donc, le moulin reçoit ça en pâte. Voilà. Après la pâte, maintenant, tu reviens. Et puis, tu commences à faire comme elle est en train de faire l'autre Mais côté. ça consiste à quoi? Oui, ça consiste à recueillir l'huile en haut. Donc, quand tu bats jusqu'à après tu vois, ça devient un peu blanc en haut. Là, tu sais que c'est l'huile qui est en train de venir. Ah, donc cette action-là, Voilà. c'est comme si elle est en train de chercher C'est l'huile. ça. Donc, tu Magnifique. bats jusqu'à quand ça devient un peu blanc. Ouais. Tu mélanges de l'eau jusqu'à et puis tu recueilles la pâte d'huile en haut. Bien lourde là. Wow. Donc, et puis on remet au feu. L'huile, là, on remet au feu. Oui, la pâte là, tu remets au feu. Donc, quand c'est au bout maintenant, l'huile ressort. Donc, tu recueilles l'huile et puis il y a une autre pâte noire qui reste en bas de la marmite. Donc, quand tu recueilles cette huile là, tu refais bouillir pour que ça devienne plus joli.
plus clair plus peut-être. clair, voilà, joli D'accord. même. Donc, quand tu enlèves, tu retournes, tu te retrouves là quand tu gardes et puis tu... C'est le ça, la lendemain, maman est en train de voilà, faire comme c'est ça. le beurre qui est là. Magnifique. Mais maman, tu as parlé de moulin. Oui. Est-ce qu'avant, il y avait Non, ces moulins avant, il y avait pas Mais de comment vous moulin. faisiez avant? Il y avait des cailloux spécialement pour l'huile. Donc, il y a un gros caillou comme ça et puis il est un peu creux. Maintenant, il y a un petit, c'est ça on prend pour moudre. Waouh, vous écrasez. Écraser. Mais comme maintenant on a les moulins, Oui. donc, Ça facilite un peu le facilite un peu, travail. voilà. Waouh, c'est un travail de longue haleine. Ah, hein. c'est un travail de long. Mais ça fait combien de temps que toi, tu fais ce travail de Moi, karité? depuis ma naissance, quand j'ai trouvé ma maman en train de faire, donc je me suis exercée aussi dans ça. Ah, donc c'est un ça que savoir-faire voilà. générationnel. C'est ça. Waouh, tu es né dedans. devenu dans mon métier, je suis née dedans. Magnifique. Donc, tu peux me dire Oui. combien de temps on peut prendre pour ressortir du beurre de karité qui peut remplir peut-être un seau ou bien un panier, un petit panier? Un seau, parce que si on veut faire, Uh-huh. c'est la tine de choses, une tine, je ne sais pas comment vous appelez, les cuvettes de 25 kilos. Donc quand tu remplis, tu fais ça. Maintenant, l'huile qui va sortir, peut-être c'est... Il y a les petits seaux noirs, là. Tu peux retrouver cette huile-là. Maintenant, tu refais encore une deuxième. Oui. Tu peux trouver peut-être le seau. D'accord. Les deux seaux. Les deux seaux de 25 Voilà, kilos, les- 25 kilos. voilà. Donc, ça fait 50 kilos de beurre de C'est ça. karité. Mais quand vous recueillez le beurre, là, Oui. qu'est-ce que vous en faites? Le beurre, on prend pour préparer la sauce. Ah bon? On met beurre de karité dans ça? Oui, on fait un beurre de qualité dans la sauce. On peut aussi faire du savon avec. Ah, ça, c'est du savon. C'est du savon noir. À base de beurre de karité, beurre de ça beurre, sent oui, bon. oui. J'imagine que laves. ça nettoie la Ah, peau. très bien. Origigi, Aïe, non. bio de chez bio. C'est ça même. Ça là, je m'en vais avec Abidjan. hein. Sans problème. Donc, j'imagine qu'en dehors du savon, il y a d'autres dérivés du beurre de karité. Oui, ce que je connais en tout cas. Oui. Avec la sauce, on prépare la sauce. On fait aussi le savon. Oui. Et puis, on vend aussi. Vous vendez? On vend. D'accord. Nous, on a eu l'occasion d'aller au Sahara, voir un peu les dérivés du beurre de karité. C'est exceptionnel. On a pu voir du fond de teint à base de beurre de karité. On a pu voir du savon à base de beurre de karité. On a pu voir des pommades à base de beurre de karité, des choses exceptionnelles. Il y a tellement de choses à voir, à faire à base de beurre de karité. Et on m'a même dit que le beurre de karité est un élément important qui contribue justement à l'alimentation de tout le monde entier. Dans le chocolat, dans tout ce qu'on mange, il y a une portion de karité dedans que nous ignorons, mais qui nous fait beaucoup de bien. Donc le beurre de karité, c'est comme un joyau, c'est un produit béni des dieux qui nous est donné naturellement. Maman, vraiment aujourd'hui là, ce produit-là qu'on voit, qu'on mange, je vois comment est-ce que c'est transformé. C'est ça. Et les gens m'ont lancé un défi, les gens de Ferké. Tu sais c'est quoi mon défi? Et les gens ne s'amusent pas avec moi là. Ils disent que de fabriquer beurre de karité, comme la maman là est en train de faire, et puis d'aller vendre ça au marché pour revenir avec. D'accord, il n'y a pas de problème, on peut vous apprendre. Tu peux m'apprendre? Ah oui, sans problème, il y a ma soeur qui est en train de faire, elle va vous apprendre comment... oui. Elle maîtrise Elle maîtrise, les oui. étapes. C'est ça même. Magnifique, magnifique. Donc là, je vais retrouver la sœur de maman Catherine Ouattara qui va m'apprendre, ce sera mon coach, elle va m'apprendre comment on fait le beurre de karité. Pour mon défi, j'espère le réussir parce que là, moi-même, j'avoue, c'est pas un petit boucan. On se dit à tout de suite. Maman Ouattara, Oui. Wapié. Merci. Mes pieds. Ah, maman. Bonjour, maman. Bonjour ma fille, vous allez bien? Ça va bien, maman. Et la famille? Ça va bien. À la place, Merci beaucoup, maman. je vous apporte à boire. Merci beaucoup, maman. C'est bien gentil. Nouvelle de ce matin. Les nouvelles sont très bonnes, maman. Oui. Et il y a votre sœur Ouattara, Catherine, Oui. qui m'a dit que ici dans le village, à Togonieré, ici, là, toutes les femmes font le beurre de karité. Hein. Mais toi, tu es la doyenne. Oui. Donc, comme moi, on m'a lancé le défi, Oui. moi, ceux de fabriquer du beurre de karité. Oui. Donc, j'ai dit, si c'est comme ça, je vais venir te voir, tu vas m'apprendre comment on fait le beurre de karité. Ah, c'est ça. Il les décortique. Il les lave. Il les fait sécher. Ça donne ça. Et je pile. C'est cette poudre-là Oui, qui va servir à faire le beurre de karité. d'accord.
Donc là, on suppose qu'on a eu ça, c'est ça? Oui. Donc on a ça là, comment on fait? On pile d'abord. On pile. Oui. Ah, c'est pour ça que tu as le mortier là? Oui. D'accord. Donc on doit piler. Hein? On doit piler. Piler là, ça me suit. Hein? Donc c'est quoi, je pile? Oui, faut piler. Gang, ça a commencé. Je savais que ça allait être difficile. On pile. Maman, a dit concassé. Hein? Regarde, est-ce que c'est bon ça? Oui, c'est bon. C'est bon? C'est bon. D'accord. Ok. Maman Koulibaly. Oui. Et enlevez tout. Hein. On D'accord. fait quoi maintenant? On va mettre ça au feu pour griller. On met au feu. Non, maman, tu mets tout dedans, c'est ça? Oui. D'accord. Je mets le reste. Mhm. Puis maintenant, Mhm. on va passer au grillade. Maman Koulibaly. Oui. Attends, je vais t'aider. D'accord, viens. C'est pour griller au griller là, ça c'est pas. Hey, c'est chic, hein? Ah. C'est comme quand on fait kabato là, non? Oui. Ou bien placali. Oui. Mais maman, à quel moment on enlève du feu? Quand c'est bien sec. Il faut que ce soit bien sec. Oui. T'en vas. Au revoir. C'est sec. Yes. Voilà, c'est sec. C'est sec? C'est sec. Comment tu as fait de te mettre ta main dans le feu là? Comme c'est déjà sec là. C'est déjà sec? Oui. Ah, tu es forte, hein? On va Donc, enlever du on va feu. enlever. Oui. D'accord, donc je te laisse le soin d'enlever. Donne-moi ça. D'accord. Donne-moi le chiffon. Le chiffon, sans problème. Je vais faire descendre. Voilà. Voici le chiffon. Là, je renverse dans la cuvette. Donc, je ne savais pas qu'on grillait les noix là, hein? Waouh, grille. Ça fait yoko dedans comme ça. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Pour ne pas que la fumée là reste dessus. L'odeur de la fumée. Voilà. Je Ça, suis c'est le obligée de secret. papier. Là, j'envoie en même temps au moulin. C'est comme ça, là, on envoie au moulin. Oui. D'accord. Donc, quand on revient du moulin, Oui. qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une pâte, c'est ce qui donne ça. Ah, la belle pâte. Oui. Waouh. Et qu'est-ce qu'on fait de cette pâte-là? On va battre ça. On bat comment? Comme ça. Hey, on met la main dedans. On met la main dedans. On tourne. On fait ça. Ah, mais maman, pourquoi tu fais ta main comme ça là? Je fais ça pour pouvoir tenir une autre pâte. Est-ce que c'est pas le beurre là qui... Oui. Du qui est là, c'est ça qui est le beurre. C'est ce qui est le beurre. Waouh. Maman, Oui. attends, moi aussi je vais faire aussi. Parce que ça là, moi seul je dois faire. D'accord, c'est compris. Non, c'est comme ça. Non. Attends. Hein? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Faut bien regarder moi ma main. C'est comme ça. C'est ça. Dès que battre là, c'est pas facile. C'est pas comme ça. Voilà. Comme ça. Maintenant, tu as compris comment il faut faire. Comme ça. Oui. Avoir le beurre de karité, on est loin de s'imaginer les étapes difficiles de sa fabrication. Il faut conjuguer plusieurs efforts entre le ramassage, le concassage, le grillage et le battage jusqu'au produit fini. C'est pas du jeu. Je ferai mieux de m'exercer encore si je veux réussir mon défi du jour. Comme vous le voyez, c'est vraiment pas facile d'obtenir du beurre de karité. On est seulement à l'état de la pâte et mes doigts sont déjà fatigués. Bon, j'ai encore beaucoup de temps pour apprendre. Heureusement que maman Koulibaly est là pour m'aider. Pendant ce temps d'apprentissage, je vous envoie regarder le portrait de la semaine. On se retrouve tout juste derrière pour mon défi. Salut, je suis Guy Kelou, cinéaste ivoirien. Viens chez moi. Guy Kelou est une figure inspirante du cinéma ivoirien. En 2005, on le découvre dans le long métrage Clash, où il campe le rôle principal avec un jeu d'acteurs différent de l'accoutumée qui le distingue. Ce jeu va monter crescendo jusqu'au long métrage Et si Dieu n'existait pas,
Film qui concrétise l'union fusionnelle qu'il a avec son épouse et qui crée pour lui une transition entre l'actorat et la production. Très tôt déjà, il va sillonner toutes les villes ivoiriennes, faisant naître en lui un patriotisme artistique, le poussant à la création d'un concept labellisé aujourd'hui, Babyhood, qui, à l'instar d'autres industries cinématographiques, représente la nôtre. Guy Kalou nous partage son rêve, pas qu'ivoirien, mais panafricain, de vulgarisation du cinéma ivoirien. Guy Kalou, originaire de Zouenoula, est né à Korogo. Ah bon? D'accord, oui, c'est ça. Dans la Maraoué, oui. Où vous faites votre enfance? Dans plusieurs endroits, parce que je suis né à Korogo. Alors si je m'en réfère à mon parcours primaire, je fais Fresco, je fais Soubré, je fais Bongouanou. Au fur et à mesure, ça évolue parce que voilà, j'avais des parents qui tournaient un peu. Donc, j'ai grandi dans toutes ces villes-là. Beaucoup de villes de la Côte d'Ivoire, sauf Abidjan. Donc, je suis un peu un broussard, quoi. Donc, du fait du métier de vos parents, vous faites déjà beaucoup de villes au primaire? Ben oui, primaire comme le collège d'ailleurs. Vos parents qui sont enseignants donc? Oui. Papa était professeur de mathématiques avant d'être principal de collège moderne. Maman était institutrice avant d'être éducatrice de collège. Ben voilà, donc ils sont dans l'enseignement et je crois que papa était un peu comme les gens qu'on considérait comme des bâtisseurs d'écoles. Donc du coup, on l'envoyait dans des villes où il fallait mettre le collège sur pied, où il fallait redynamiser les choses. Donc voilà, je ne me souviens pas qu'on ait vraiment fait plus de 3 ou 4 ans dans une ville. Guy Kalou, vous êtes diplômé d'un master en marketing opérationnel et d'une maîtrise en criminologie. Maîtrise appliquée en criminologie. À quel moment, Guy Kalou, vous décidez de devenir acteur avec tous ces diplômes? 2005, parce que quand je finis mes études, je rentre en entreprise. J'ai occupé des responsabilités de marketeur opérationnel dans des boîtes de la place, dans des entreprises agroalimentaires, dont une pour la Côte d'Ivoire, une pour le Sénégal. Et pendant mon parcours, je tombe comme ça de façon hasardeuse. Je dis toujours, pour moi, le hasard, c'est Dieu. C'est le parfait timing avec lui. Et puis bon, je m'essaie donc à ce casting 2005 avec Ngo Raymond. C'était le long métrage Le Clash. Et comme j'étais quelqu'un qui déjà dans sa vie estudiantine était très engagé syndicalement, j'ai trouvé que Le Clash était un film engagé. Et puis bon, ben, j'y suis allé. J'y suis allé sur un peu encouragement de certains amis parce que bon, j'avais l'habitude de leur faire un peu de rigolade au bureau. Bon, ça aussi, c'est une parenthèse que je fais parce qu'après, les gens pensent que quand on s'est fait rire, donc du coup, il faut être acteur. Ça aussi, c'est quelque chose pour corriger. Puis bon, ça part de là. Premier casting, je suis retenu comme acteur principal. Mon tout premier film, puis tout part de là. Où il est? On parle là! Tu es là! Il n'y a personne ici. Où tu l'as caché? Mais je ne suis qu'avec ma fiancée. Je suis en train de vous dire qu'il n'y a personne ici. Est-ce que vous pensez, Guy Kalou, à cette époque-là, avoir les aptitudes pour participer à un casting en vue de faire un film? Je ne dis même pas que à cette époque, j'ai pensé à une quelconque aptitude, un quelconque potentiel en y allant. C'est venu tout juste comme ça. Au détour d'un déjeuner avec une collègue de bureau qui me dit ben, écoute, tu nous fais rigoler là, voilà, un casting c'est écrit. Je me souviens très bien, Yopougon Belair. Et j'appelle comme ça quand j'arrive au bureau, je tombe sur le réalisateur, Ngo Raymond, que je salue au passage et que je remercie. Et puis bon, je lui demande à postuler, il m'a dit oui, mais venez, il ne me connaissait pas, moi j'en ai fait du cinéma. Je fais le casting, c'est un cas pratique qu'il me demande de faire, mais qui était peut-être même très simple, parce qu'il me demandait juste de déconner sur ma secrétaire, ce que je faisais au bureau dans mon quotidien. Donc je déconnais sur la secrétaire, et je crois que 2 semaines après, la production qui était de Taïda Onoua, on m'appelle, on me dit, Monsieur Kalou, vous êtes retenu comme acteur principal. Je pense même qu'à l'époque, j'ai dû leur dire, mais vous êtes fous, moi, j'ai jamais fait de cinéma. Ils ont dit, non, on pense que vous pouvez y aller. Et puis bon, ils m'ont encadré, ils m'ont coaché. C'est surtout à partir d'Illusions perdues. Ce film où j'ai campé le rôle d'un faux pasteur et qui a défrayé un peu la chronique à l'époque. Et du coup, je me suis dit, si le cinéma est aussi impactant sur des habitudes que nous avons et que nous pouvons décrier, mais ça, c'est aussi un autre axe pour moi, pour continuer à mon engagement. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce qui m'encourage véritablement à continuer à faire ce cinéma, au-delà de la complicité qui existe désormais entre mon épouse et moi sur le cinéma, il y a le fait que le cinéma est devenu une arme.
Vous voyez, plus qu'un art, c'est une arme de dénonciation, d'interpellation. C'est une arme qui me permet de dire les choses comme je le sens, peut-être sans risquer qu'on me tape là-dessus parce que je suis un artiste. Entre guillemets. Père éternel, j'invoque ton nom, je t'implore, au nom de Jésus. Guy-Callot, avec ces films-là, justement, les Ivoiriens vont découvrir un nouvel acteur avec un nouveau jeu d'acteur. À l'époque, j'étais très médiatisé. Parce que je pense que je suis apparu au cinéma ivoirien à un moment où j'ai été un chanceux. Bon, je préfère dire ça comme ça. J'avais un style de jeu auquel les gens n'étaient pas véritablement habitués. Le cinéma, un peu avant notre génération, à part certains comme les Sidiki Bakaba et tout, mais notre cinéma était beaucoup plus un peu dans l'humour, si vous voulez, ce cinéma où c'est beaucoup plus pour faire rire, vous comprenez? Donc nous, on arrive avec une manière de camper nos rôles qui fait un peu plus sérieux dans la société. Voilà, donc je pense que ça emmène les gens à se dire, mais il y a donc une variabilité à laquelle on n'est pas forcément habitué. Et donc c'est une chance, c'est une chance. Et puis j'avoue que quand je me retrouve à l'époque, le Majestic Soko c'était La Fontaine. Il n'y avait que 2 salles de cinéma, il y avait La Fontaine et Prima. Donc quand je me retrouve à des sorties de Illusions perdues, à l'époque c'était 300 places, la salle est pleine à craquer, et puis je me retrouve des gens qui font des photos et tout. Je me dis, bon, on peut devenir peut-être quelqu'un qu'on écoute. Parce que les gens faisaient les photos, mais ce qui me marquait le plus, c'est qu'ils avaient tous envie de m'écouter en dehors de ce qu'ils avaient vu à l'écran. Donc je crois que tout ça, ça me dit que j'ai quelque chose à apporter, pas seulement au cinéma, mais bon, à la collectivité. C'est pour ça que je suis venu vous voir. Où j'ai trouvé ça humain? Tu vois le sang de ta femme et de ton enfant. Et quel retour, Guy-Callot, vous avez de votre entourage et des médias? Je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que ça n'a pas véritablement changé ma vie. Je ne suis pas devenu une star, comme on dit, parce qu'après, bon déjà, j'avais même pas les moyens d'être une star, parce que pour moi, une star, c'est pas que être vu à la télé, il faut aussi avoir les moyens d'être, voilà, avoir une belle villa, une belle piscine dedans, mettre des photos. Bon, moi, j'avais pas ça, donc du coup, je ne pouvais pas faire trop la star. Par contre, je savais quand même qu'il y avait un changement, parce que certaines personnes pouvaient s'arrêter à mon passage dans un supermarché, parce que je pouvais maintenant rentrer dans des écoles où j'entendais des gens crier de joie. Je pouvais arriver dans certaines activités où les gens avaient envie juste de faire des photos. Donc, du coup, ça m'a plutôt imposé une manière de vivre. J'avais peur de décevoir, en fait. Guy-Callot, vous citiez justement votre femme, qui est un pilier pour vous, tant au niveau professionnel que personnel. Je pense que tout homme qui se met avec une femme, il y a une partie de lui qu'il laisse au profit de cette femme, autant qu'elle aussi, elle laisse une partie d'elle. Donc, du coup, vous voyez, si cette partie de lui qu'il laisse au profit d'une femme n'est pas comblée par cette femme, il est déséquilibré. Donc, voilà où elle devient forcément un pilier, parce que je pense qu'elle a réussi à combler cette partie de moi que je lui ai cédée, bien sûr, par amour. Et je crois que la belle équipe que nous avons pu former, c'est qu'on s'est découvert au fur et à mesure la même passion. Et je peux vous garantir qu'elle est même plus cinéma que moi, parce qu'elle avait plus de films que moi. Et donc, mais elle continue d'être, si vous voulez, cette partie de nous qui a les pieds sur terre, parce qu'il faut se souvenir d'où on vient, parce que bon, ben, on est encore très loin de là où on souhaite arriver. C'est pas possible, Iré, on a donné notre accord. Tu as donné ton accord. Et avec elle, Guy-Callot, vous allez passer de l'autre côté de la caméra en devenant producteur avec le film « Et si Dieu n'existait pas ». Je me suis permis de faire cette production
parce que c'était mon épouse qui l'avait écrite, qui avait écrit le scénario. Donc, on pouvait prendre le temps, on pouvait faire un peu ce qu'on avait envie de faire, mais surtout parce qu'elle avait écrit pour moi. Elle avait écrit pour moi quand elle a vu mes premiers rôles, que ce soit dans Le Clash, que ce soit dans Illusion perdue, que ce soit dans Dr Boris, ses premiers films, que ce soit dans Exil intérieur. Comme elle me l'a dit, à un moment donné pour elle, c'est qu'est-ce qu'elle peut faire pour l'accompagner. Donc elle a sorti quelque chose, mais qui, à mon avis, touchait à notre ADN, notre relation avec Dieu. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a écrit « Et si Dieu n'existait pas ?» Quel serait notre monde en fait. Et puis ça nous a permis, à elle et moi, de nous essayer à la production. Parce que nous voulions faire de ce film-là, pas seulement un film commercial, mais un film qui parle à l'homme. Je veux dire, oui, le fait qu'elle ait écrit m'a donné le courage de m'y essayer. Et si Dieu n'existait pas? Ce que je souhaiterais juste que les Ivoiriens retiennent de moi, c'est que pour moi, il faut nécessairement développer un patriotisme culturel. Il faut d'abord s'aimer avant que les autres ne nous aiment. Ça, c'est ce que j'essaie de défendre depuis. C'est peut-être pour cela que nous sommes restés en Côte d'Ivoire, parce qu'on aurait pu s'expatrier comme d'autres. Mais nous pensons que si les Nigérians ont réussi à faire de Nollywood ce symbole de réussite cinématographique africaine, avec des fonds africains, avec une mentalité africaine, avec un patriotisme culturel africain, c'est possible en Côte d'Ivoire qu'on puisse le faire. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, c'est que je veux bien que les Ivoiriens retiennent de moi que le parcours que j'ai est un parcours qui devrait dire aux gens qu'on ne vient pas au cinéma parce qu'on n'a pas eu mieux à faire. On vient au cinéma parce qu'on a une vision. C'est pas parce que, voilà, peut-être ça n'a pas marché à l'école, ou bien, bon, voilà, il n'y a pas de job. Donc, du coup, je peux crier sur quelqu'un au quartier, je peux faire rigoler tout le monde dans un maquis que je me dis, bon, je peux être acteur. Non, on ne vient pas au cinéma parce qu'on n'a pas eu mieux à faire. On vient au cinéma parce qu'on ressent une envie d'être acteur ou producteur et d'apporter quelque chose. Tout n'est pas que argent. Il y a aussi derrière la vision. Je pense que c'est la vision qui crée la richesse. Troisième chose, ce que je souhaite vraiment que les Ivoiriens retiennent aujourd'hui de moi, c'est qu'il y a un combat auquel j'appelle tout le monde, c'est de faire en sorte qu'on puisse redonner de la valeur à notre culture et que cette culture-là puisse créer pour l'industrie cinématographique une économie sous-régionale qui s'adosse sur la richesse de notre diversité culturelle. C'est dommage, mais ta bière, je peux pas la boire. Non, mais mon vieux, tu peux taper au moins un peu quand même. Ça marche pour moi, ok? Tellement, mon vieux. Ah, mais t'as même pas tapé. Putain de merde! Ça, c'est du cinéma. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je suis dans une nouvelle tenue, tout simplement parce que c'est le jour de mon défi. Après le portrait, bien sûr, je vais devoir fabriquer toute seule du cime d'armand en palaka. Ça veut dire que je dois pouvoir fabriquer du beurre de karité. Donc, j'ai tout à ma portée. Les mamans sont là. Ma coach, Maman Koulibaly, est là. Bonjour, Maman Koulibaly. Bonjour, Maman Koné. Donc, tu as rassemblé toutes les femmes du village là pour me regarder aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, et si je ne réussis pas alors? Tu vas réussir. Hein? Oui. Tu as confiance? Oui, oui. Parce que ma coach, elle m'a formée. Hein? Elle t'a bien formée. D'accord, bon. Elle sait bien faire le beurre. Ouais. Elles ont confiance. J'espère que je ne vais pas décevoir les mamans. Bon, on commence par le commencement. Alors, voici les graines. Les graines qu'on a ramassées au champ, qu'on a pris le soin de laver et de préparer et de sécher. Donc là, il va maintenant falloir que je les concasse dans le mortier. Donc, je vais concasser mes graines. Voilà.
que j'ai obtenu, c'est cette poudre-là, bien grillée qu'on envoie au moulin. C'est ça là, on pile. Quand on finit de piler au moulin, on obtient cette pâte homogène. La voici. Donc c'est cette pâte-là. On a fait palabre tout à l'heure. Il faut que je la batte. C'est à partir de cette pâte qu'on obtient le beurre de karité. Voici. C'est un peu chaud, mais bon. On va laisser reposer encore un bon moment. Et puis, quand c'est bien reposé, on travaille cette huile-là pratiquement toute une nuit pour obtenir le beurre dur. Donc, comme je savais que j'allais faire ça, j'ai pris la veille pour travailler cette huile-là toute la nuit. J'affiche ce large sourire parce que voici le beurre que j'ai pu obtenir. Maman, voici le beurre de karité que j'ai obtenu. Magnifique. Un travail d'arrache-pied. Bon, voici mon beurre de karité. Maman connaît. C'est le moment de vérité. C'est la concertation. Hein. Ma coach et toutes les mamans du village, elles sont en train d'examiner mon beurre de fond en comble. Le verdict. Je ne comprends même pas ce qu'elles disent. Christine. Oui, maman connaît. Le beurre que tu nous as fait, les mamans disent que ça a été bien fait. Voilà ça. Mais non, nous on a découpé aussi pour garder. Tu as fait le beurre là, qui va vendre ça pour toi? Ce qu'on a découpé pour garder là, tu dois aller vendre. Ah, ça frôle. Voilà ça. Je dois aller vendre ça là? Tu dois aller vendre, c'est 2500. Tu nous ramènes les 2500. J'ai trop vite crié victoire. Hein? Ah, cette affaire-là, ça devient chaud, maman, c'est dosé. C'est dosé. Je pensais que j'avais réussi mon défi. Donc, je dois aller vendre le beurre. Oui, oui. Mais quand vous vendez là, vous vendez ça jusqu'au marché là-bas? Jusqu'au marché. Tu dis ça va combien? 2500. Un à Warkangurgo. C'est un à combien? Warkangurgo. Et ça là, tu vends un à combien? Warkangurgo. Warkangurgo. Voilà. 25. Voilà. Donc 25, 2500. 25, 2500. Ça doit finir. Aujourd'hui là, c'est pas petit boucan. Hein. Sindarmanka, il y a du beurre de karité. Sindarmanka, beurre de qualité. Je connais pas l'argent, venez payer. Sindarmanka, il y a beurre de qualité. Du vrai beurre de karité, de qualité. Sindarmanka.
arrive. Les mamans là sont là. On va voir ce qu'elle a Elles sont fait. sérieuses dans leur affaire, là. Elles m'attendent. Hein. Ah, ça. On verra comment elle a vendu La maman. le beurre, là. Vous êtes grave bête. Vous m'attendez. Eh, vraiment. Vous parlez comme quelqu'un. Bonne arrivée. J'ai beaucoup souffert. Merci. Wouh. Ouh. Ouh. Dites-moi Yako, les mamans. Yako. Maman, le marché n'est pas facile, hein? J'ai vendu un peu. Il y a des gens, ils viennent, ils payent. Il y a aussi, ils ne payent pas bien. D'autres viennent, ils touchent et puis ils laissent pour partir. Comment voici ce que j'ai vendu? J'ai vendu 1500, 1625. Vraiment. Voilà ce que j'ai vendu. Aussi est resté. Bon, c'est pas ce qu'on t'avait dit. On avait dit de tout vendre. Mais comme tu as bien fait le travail, tu as fait du bon beurre, on t'encourage. Encourager notre fille. Ah, ça, gentil, la maman là. C'est la fête au village, ici à Togoniéré. J'ai réussi, bon, on va dire en partie mon défi parce que, comme maman l'a dit, j'ai pu fabriquer du beurre de karité. Je vous assure, les moments là, c'est pas facile. Il faut fabriquer, il faut vendre, rapporter de l'argent, rapporter des vivres à la maison. J'ai goûté à cette expérience-là. C'était fantastique, mais très difficile. Là maintenant, je vous envoie l'insolite de ce numéro. Regardez. Si ailleurs, dans certaines villes du monde, le chef est un noble chevalier ou un brave homme du village, ici, à Nabanka, un village de Ferkessédougou, ce n'est pas le cas. Le chef est bel et bien un bouc, ce depuis plusieurs générations. Le voici, reconnaissable entre tous, engraissé et différent du regard de ses sujets. Selon les coutumes et traditions de ce village sénofo, précisément Nyarafolo, au mystère historique indéniable, le bouc, chef du village, est vital. Il veille sur le village et sur ses habitants. Le bouc, chef de ce village, n'est pas une chose fortuite. Il existe depuis des lustres une forte alliance entre le bouc et le premier habitant des lieux, fondateur du village. L'un des aspects les plus intrigants de cette coutume, c'est comment il parvient à diriger le village. Eh bien, le bouc ne parle pas, mais il a sa manière bien spécifique de communiquer, de diriger, de décider, de prévenir, voire de juger. Ses faits et gestes constituent des codes que les nobles du village vont décrypter auprès des divinités ancestrales afin de comprendre le message donné. Le chef a droit à tout dans le village. Rien ne lui est interdit. Il a à sa guise toutes les femelles du village. Il règne en toute sérénité. Cependant, il est représenté par un noble du village en cas de réunion. Un sage sénofo a dit « Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas chercher à comprendre au risque de se perdre. » Je suis à Nabanka, c'est ici là que le bouc est chef du village. Voici le chef et c'est un privilège pour moi de lui offrir à manger. Apparemment, il apprécie beaucoup ce que je lui donne. En tout cas, il est en train de bien se faire. Ça veut dire qu'il est en train de se régaler. Et donc, c'est dans cette atmosphère, je ne sais pas si je dois dire insolite ou mystique, mais en tout cas, c'est ici là que vient chez moi
consacrée à faire Kessédougou s'achève. J'ai pris un grand bonheur à vous présenter cette magnifique ville. Déjà dans l'inside, on a pu visiter quelques quartiers de Ferké, on a pu voir la danse. Après, on est rentré en immersion chez les femmes concernant l'une des particularités, le savoir-faire de Ferké. Il s'agissait de la fabrication du beurre de karité. Il y a eu le portrait et puis après, mon défi s'est installé. Difficile cette fois-ci, mais j'ai quand même réussi à fabriquer du beurre de karité. On peut m'encourager, non? Comme les mamans m'ont encouragé, n'est-ce pas? Eh bien, ici, je vous dis merci. À bientôt pour un autre numéro. Mais d'ici là, apprêtez-vous, car chez vous, je viens.